bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour participer à cette session du Printemps de l'économie. Alors j'ai un petit retour qui est assez désagréable, mais qui devrait s'arranger. Donc je parle doucement. Donc ce thème, la thématique de cette table ronde, c'est où se place la France en termes d'inégalité avant et après redistribution. Et vous pouvez poser vos questions. Alors, directement sur le site du Printemps de l'écho, qui est printempsdelécho.fr, donc tout attaché, et sur Twitter ou YouTube avec le hashtag Printemps de l'écho, tout attaché également. Alors, j'espère que ça va s'arranger au niveau du son, parce que ce n'est pas très, très agréable, et pour vous et pour nous, mais ça devrait aller. Alors, ce thème des inégalités, c'est un sujet ancien, mais que l'actualité a remis au cœur des débats. Donc cet atelier, nous avons 5 personnes qui sont présentes parmi nous. Il vise à prendre du recul sur la situation française en se fondant sur une comparaison des inégalités de revenus en Europe, en distinguant à cet égard les situations avant et après redistribution. Alors, nous accueillons ce matin pour en débattre Julien Rousselon, qui est statisticien économiste, adjoint au chef du département Société politique sociale à France Stratégie. Il est également co-auteur d'une étude pour France Stratégie qui est intitulée « Inégalité primaire, redistribution, comment la France se situe en Europe ». Donc Julien est juste à côté de moi. Il y a également Michael Förster, donc, qui est à ma gauche, qui est senior policy analyst, Inequalities, Organisation Economic Cooperation and Development, donc l'OCDE, donc qui est juste là. Il y a également Elvire Guillot, qui est maître de conférences en économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne et affiliée au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, l'IEP de Sciences Po, qui est juste là. Malka Guillot, vous êtes enseignante chercheur à HEC Liège en Belgique et chercheur affilié à l'Institut des politiques publiques et au World Inequality Lab, donc à ma droite. Et Michael Siksik, tout au bout à gauche, économiste à l'INSEE et chercheur associé au CRED, Université Paris 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense notamment aux personnes qui nous suivent sur Internet. Alors, il y a toujours cette espèce de petit retour qui est assez désagréable, mais on va s'en sortir les uns et les autres. Alors, je démarre tout de suite avec vous, Julien Rousselot. Vous avez conçu cette session du Printemps de l'économie et donc vous avez écrit avec d'autres personnes cette étude pour France Stratégie qui s'appelle « Inégalité primaire, redistribution, comment la France se situe en Europe ». Alors avant de nous dévoiler les principaux résultats de cette étude et les enjeux qui sont méthodologiques, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que sont les politiques de redistribution? Parce qu'on va en parler pendant 1 heure, mais c'est important de savoir ce qu'on entend exactement par là. Alors, les politiques de redistribution consistent à réduire les écarts de situation financière entre ménages. On peut dire en première approche que la redistribution est fortement basée sur 2 leviers de politique publique que sont les prélèvements obligatoires d'une part et les prestations sociales de l'autre. Alors, s'agissant des prélèvements, il faut bien avoir en tête qu'ils peuvent porter sur les revenus ou le patrimoine. Bon, même si dans 28 des 29 pays étrangers que nous avons analysés, les impôts sur le patrimoine se limitent aux taxes foncières. Il faut aussi se rappeler que les prélèvements obligatoires ne se limitent pas aux impôts au sens strict du terme et incluent également les cotisations et contributions sociales. Malka abordera, je crois, tout à l'heure plus spécifiquement le cas de certaines cotisations. Enfin, il faut avoir conscience que certains impôts ou cotisations répondent parfois plus à un objectif de financement que de redistribution. C'est par exemple le cas pour des cotisations sociales basées sur le revenu d'activité, qui sont la contrepartie d'une prestation future, elle-même liée à ce revenu, comme les retraites. Alors, de telles prestations sont parfois dites contributives, par opposition à des prestations ciblées sur les personnes ou les ménages aux plus faibles ressources, parfois dénommées prestations d'assistance, comme notamment le RSA dans le contexte français. Alors, je n'ai évoqué jusqu'ici que les prestations monétaires. Il ne faut pas perdre de vue que les ménages bénéficient aussi de prestations en nature, par exemple en matière d'éducation ou de santé. Alors certes, des services gratuits ou des services à prix subventionné ne modifient pas le revenu des ménages, mais ils impliquent quand même une moindre dépense par rapport au cas où ces services seraient payants. Alors Michael y reviendra. Par ailleurs, je n'ai évoqué que les prélèvements directs, mais les ménages s'acquittent aussi de prélèvements indirects qui sont notamment basés sur leur consommation
et qui impactent, là encore, leurs revenus, ce qu'il leur reste à la fin du mois. C'est par exemple le cas de la TVA, dont vous parlera Elvire. Autre exemple de prélèvement généralement non pris en compte aussi dans les analyses, les droits de succession, puisqu'ils ne s'appliquent ni aux revenus ni au patrimoine des héritiers, mais à la transmission du patrimoine entre deux ménages. Vous voyez, il est donc envisageable de mesurer la redistribution et les inégalités au-delà des seuls transferts monétaires directs, mais de telles approches sont difficiles à mener en comparaison internationale. C'est pourquoi moi-même et la co-auteure Mathilde Viennot avons limité notre travail aux transferts directs et en espèces. Alors, concernant nos principaux résultats, sur lesquels m'interrogeait aussi Isabelle, nous avons montré que si le niveau d'inégalité après redistribution est comparativement plutôt bas en France, ce qui était un constat déjà connu, c'est dû pour part à peu près égale aux prélèvements et aux prestations, même si les prestations représentent une masse 6 fois moindre. Dans le cas des prélèvements obligatoires, l'effet redistributif assez important résulte essentiellement d'un fort effet de volume des prélèvements dans le contexte français. Le niveau de ciblage des prélèvements en France n'est en effet que moyen, car nous avons certes un impôt sur le revenu qui est très ciblé, mais il se conjugue à d'importantes cotisations et contributions qui le sont, elles, assez peu. Et enfin, dans le cas des prestations, l'effet redistributif assez important résulte aussi du fort ciblage de certaines d'entre elles, notamment les allocations familiales. Le volume des prestations n'est quant à lui qu'assez modérément supérieur à la médiane européenne si on enlève des prestations qui sont essentiellement assurantielles, comme les retraites, qui ne relèvent pas clairement de la redistribution. Mais le résultat de notre étude qui surprendra peut-être le plus, c'est que les inégalités avant redistribution sont elles aussi assez modérées en France. Alors il existe des indicateurs internationaux qui suggèrent l'inverse. En fait, c'est dû à la manière de prendre en compte les retraités et les retraites. Pour ceux que cela intéresse, nous avons expliqué cela en détail dans un encadré de la page 5 de notre note d'analyse. Très bien, écoutez, les gens vont se plonger dans cette enquête. Alors, Michael Förster, pour évaluer et suivre les inégalités de revenus et la pauvreté dans les pays, l'OCDE a développé une base de données de distribution de revenus qui fournit des données sur les niveaux et les tendances des coefficients de Gini avant et après impôts et transferts. Comment se situe la France par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes d'inégalité? Alors, je crois que vous avez des slides, donc on va en passer un premier. Merci beaucoup et bienvenue et merci de votre attention à cette heure matinale. Tout d'abord, j'aimerais juste faire une introduction en deux parties. J'aimerais placer la France, situer la France en termes d'une part des inégalités des revenus après transfert, après imposition, etc. Et en deuxième temps, où se situe la France en termes de redistribution. Alors, pour situer la France en termes de inégalité de revenus, vous voyez cette graphique qui montre les 36 pays de l'OCDE en termes de coefficient de Gini, qui est 0 lorsque tout le monde a le même revenu et 1 lorsque une personne a tous les revenus. Donc, vous voyez que la médiane en OCDE, c'est 0,31. La plupart des pays européens se situent plutôt vers la gauche, mais on peut distinguer 4 voire 5 groupes. Il y a des pays plus égalitaires qui sont en partie des pays d'Europe continentale et d'Europe nordique, à gauche avec des coefficients de 0,23, 0,26. Ensuite, vous avez tout un groupe de pays qui inclut la France et l'Allemagne, où les inégalités sont plus élevées, mais qui sont sous la moyenne de l'OCDE, donc entre 26 et 31 à peu près. Ça inclut des autres pays nordiques et, comme je disais, la France et l'Allemagne. Ensuite, il y a un groupe de pays qui inclut aussi d'autres pays non européens, mais aussi certains pays d'Europe du Sud, Espagne, Italie, où on monte en termes d'inégalité entre 32 et 36, avec le Royaume-Uni qui est le pays européen le plus inégalitaire dans cette comparaison. Les États-Unis, c'est bien connu, ont des inégalités plus élevées, et nos pays membres dans l'Amérique latine ont des inégalités le plus prononcées. On passe du simple au double. Si on passe de la République slovaque au Costa Rica, on passe de 0,23 à 46. Pour donner plus, un indicateur qui parle plus, on peut comparer le niveau des revenus de 10% les plus riches au niveau des revenus de 10% les plus pauvres. En moyenne, c'est environ 10 à 1 dans les pays de l'OCDE, mais ça varie de 5 à 1 dans les pays tels que le Danemark,
En France, on est à 7 à 1. Aux États-Unis, ça augmente jusqu'à 16, 17 à 1 et on avoisine le 30 à 1 dans les pays d'Amérique latine. C'est juste pour situer la France et les pays européens dans un contexte international. Deuxième point d'introduction, c'est le niveau de redistribution. Il y a maintes façons, on va peut-être parler ce matin, à mesurer la redistribution. Un indicateur le plus simple, c'est de faire une distribution avant prestation et avant prélèvement obligatoire et comparer cette distribution avec la distribution après prélèvement et prestation. C'est d'ailleurs l'indicateur qui a été choisi par les Nations Unies dans le cadre d'objectifs de développement durable. Comme vous savez, depuis peu, ces indicateurs incluent un indicateur des inégalités. Et c'est cet indicateur que vous voyez ici qui est utilisé par cette donnée des Nations Unies. Donc, si vous regardez la ligne très épaisse qui est la moyenne de l'OCDE, on voit que depuis les années 90, cette réduction des inégalités par la redistribution a eu la tendance de baisser. Si c'était presque un tiers des inégalités avant prestation prélèvement qui était réduit dans les années 80-90, ça a tombé à 25% aujourd'hui. Et vous voyez que c'est à peu près le même constat pour la plupart des pays. Pour certains pays plus, la Suède, par exemple, a perdu beaucoup de force de redistribution qu'on a vu dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. La France était un peu plus stable, il y avait une perte dans les années 90-2000, et depuis la crise de 2008, la crise financière, c'est plutôt dans les 30%. Donc ça, c'est juste pour situer la France dans un contexte international au terme d'inégalité après prestation et prélèvement, et le rôle qui jouent ces prélèvements et prestations pour réduire l'inégalité. Bien, merci Michael Forster. Je vais passer tout de suite la parole à Michael Siksik. Alors vous, hors comparaison internationale, vous avez pu développer dans le cas de la France une étude de la redistribution élargie qui intègre la dépense publique. La dépense publique qui est liée donc au service public. Que nous apprend cette étude qui s'appelle « Réduction des inégalités, la redistribution est plus ample en intégrant les services publics » que vous avez menée avec Alyosha Accardo, Mathias André, Sylvain Billot et Jean-Marc Germain. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, deux choses. Merci pour l'invitation à la table ronde. Et puis, ce que je vais dire, c'est complémentaire à ce qui a été dit par Julien et Michael, parce que l'INSEE publie aussi des indicateurs tous les ans sur les niveaux de vie, sur l'inégalité de niveau de vie avant et après redistribution monétaire, dont a parlé Michael. Donc voilà, c'est vraiment très important. L'INSEE publie même 2 fois par an ces indicateurs avancés et puis définitifs. Mais ici, on a voulu faire une étude parce que ces indicateurs de niveau de vie, ça ne raconte pas exactement toute l'histoire sur les inégalités. Pourquoi? Parce que il prend donc le niveau de vie, c'est le revenu après impôts et prestations monétaires. Mais les impôts et les prestations monétaires, ce n'est pas l'ensemble des transferts publics. Il y a beaucoup de choses d'autres. Donc, en fait, en plus des impôts, il y a d'autres prélèvements, donc notamment surtout les cotisations sociales, employeurs-employés, et puis les taxes sur les produits, la TVA, les taxes sur le tabac et les taxes sur la production. Et en fait, l'impôt sur le revenu, c'est juste une petite part de l'ensemble des transferts. Donc là, vous voyez ici que l'impôt sur les revenus et les patrimoines, en rouge, c'est à peu près un peu plus de 10% du revenu national, alors que sur l'ensemble, en fait, il y a 50% du revenu national qui est prélevé chaque année dans les Français. Et d'un autre côté, sur les prestations, en général, ce qui est pris en compte dans les études, donc voilà, par exemple de France Stratégie, de l'OCDE et de l'INSEE en général qui font tous les ans, c'est les prestations monétaires, qu'on sait bien, le RSA par exemple, et les APL, qu'on sait bien mesurer, mais si on prend en compte, il y a d'autres transferts, dont a parlé Julien, les transferts en nature, l'éducation, la santé, les services publics. Et tout ça, ça représente 50% à peu près de points de revenu national.
Et en fait, tout ce qui est prélevé est in fine redonné aux ménages. D'accord ? C'est pour ça que je dis le revenu avant transfert est égal au revenu après transfert. Et c'est égal au revenu national. Et donc ici, dans cette étude, on va prendre en compte l'ensemble des transferts pour avoir une redistribution équilibrée, pour que les transferts en positif soient égaux aux transferts en négatif. Et donc, ce qu'on trouve, donc c'est le deuxième slide, c'est que, alors, il est un peu compliqué, donc je vais rentrer dans le détail. Donc, sur les courbes rouges, c'est ce qui est fait usuellement. Donc, en pointillé, vous avez le revenu avant transfert qu'on mesure usuellement. D'accord ? Sur le bas, vous avez les 10% les plus pauvres à gauche et les 10% les plus riches à droite, dans l'échelle des revenus. Donc, vous voyez qu'il y a une forte inégalité si on regarde en pointillé rouge. Donc, les plus aisés gagnent beaucoup plus que les plus modestes. Et puis après, si on regarde en trait plein rouge, c'est après redistribution usuelle, donc après les impôts et les prestations monétaires, comme encore une fois le RSA et les APL. Donc vous voyez, ça diminue les inégalités. Et on voit qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui sont gagnants à la redistribution, en bas, ce que vous voyez en rouge, et à peu près 2 tiers qui sont perdants. Et donc notre approche, si on prend en compte l'ensemble des transferts, donc y compris la TVA, mais l'éducation, la santé et les services publics, comment ça modifie? Donc maintenant, ça va être en bleu. Eh ben, en pointillé bleu, vous avez le revenu primaire avant redistribution un petit peu élargi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu plus un peu plus inégalitaire parce qu'on a aussi les profits non distribués des entreprises. Mais surtout, vous voyez qu'en trait plein bleu, c'est beaucoup plus élevé par rapport au trait pointillé bleu. Donc c'est vraiment la redistribution là qui va corriger ces inégalités. Et vous voyez que c'est notamment dans le bas de la distribution que ça augmente le revenu. Et donc, pour donner 2 chiffres, eh ben, au niveau du revenu primaire usuel, donc revenu primaire, excusez-moi, le trait pointillé bleu, on a un rapport de 1 à 13 entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus aisés. Si après, on fait la redistribution usuelle, impôts et prestations monétaires, on a un rapport qui est de 1 à 7. Donc ça, c'est la courbe en trait plein rouge. Et si maintenant on passe à la courbe en trait plein bleu, on a un rapport qui devient de 1 à 3. Donc, et en fait, on montre, avec l'indicateur de Gini qu'a parlé Mickaël, que la redistribution élargie, elle diminue 2 fois plus les inégalités que la redistribution usuelle. Et je finis très rapidement par le dernier slide en disant par quoi ça joue en fait cette diminution des inégalités. Si on prend en compte cette approche élargie, elle joue surtout à 50% par les transferts en nature, donc l'éducation et la santé, par 16% par les services publics collectifs, la police, la justice, par 23% les prestations sociales monétaires qu'on a l'habitude de traiter, et tandis que l'ensemble des impôts, mais aussi des taxes, des TVA et des cotisations, si on prend l'ensemble de tout ça, c'est plutôt anti-redistributif. Je vous remercie. Merci Mickaël. Alors Malka Guillot, dans le prolongement de ce que vient de décrire Mickaël, vous êtes concentré dans votre étude sur les inégalités de redistribution, sur l'ampleur de la redistribution en comparant la France et les États-Unis, et vous mettez aussi l'accent sur la place des politiques publiques et leur impact sur les inégalités, pardon, excusez-moi, je me trompe de côté, sur les inégalités avant redistribution. Donc quels enseignements peut-on tirer au fil des ans justement de cette situation? Oui, bonjour. Je vais vous présenter des éléments de comparaison des inégalités avant et après redistribution élargie en France et aux États-Unis. Donc, c'est issu d'un travail réalisé avec mes collègues Antoine Bozio, Jonathan Goupil-Lebray, Bertrand Garbinti et Thomas Piketty. Donc, en fait, on se situe dans une ligne méthodologique commune avec l'intervention précédente de M. Siksik, où on considère la redistribution élargie, donc à la fois les taxes, les transferts en nature et les dépenses publiques. Donc, je vais vous présenter comment on peut comparer
cette redistribution en France et aux États-Unis. Donc je vais me concentrer sur deux concepts qui est sur le graphe précédent. Alors il n'est pas très joli, ça ne rend pas très bien à l'écran. Je vous le mettrai sur Twitter en sortant. Oui, il rend pas bien, donc oui, c'est une bonne idée sur Twitter. Oui, voilà. Donc on se concentre sur deux concepts de revenus. Le revenu avant impôt, qui est celui en traits les plus foncés, donc les courbes bleues pour la France et rouges pour les États-Unis. Donc le revenu avant impôt, qu'on appelle communément pre-tax income si on se considère en anglais, et celui après impôt, donc après impôt, transfert, dépenses publiques, celui qui est vraiment le post-tax, post-transfert, qui est sur le graphe en traits plus légers. Et ensuite, on mesure les inégalités. Alors comment on les mesure ? On a choisi ici de se concentrer sur une mesure particulière qui est indiquée sur l'axe des ordonnées, et il s'agit de calculer un rapport suivant deux parties de la distribution. Donc je m'explique. Si on décompose la distribution en 10 parties égales, donc la distribution des revenus, on a donc des déciles, et ensuite on calcule le rapport du revenu moyen des 10% les plus riches au revenu moyen du reste de la distribution, donc les 90% les plus pauvres. Donc un rapport de 5 indique que le revenu des 10% les plus riches est égal à 5 fois celui du revenu moyen du reste de la distribution, du reste de la population. Donc sur le graphe, on voit trois choses. D'abord, et c'est assez évident, on voit que les revenus avant impôt, ceux qui sont en trait plein, sont pour la France et les États-Unis supérieurs à ceux des revenus après impôt et reste de la redistribution élargie. Donc là, c'est relativement intuitif. Deuxièmement, en ce qui concerne les inégalités de revenus avant taxation, donc ce que Michael avait appelé les revenus primaires, ouais, on voit qu'elles sont d'un niveau relativement similaire en France et aux États-Unis dans la première période, donc c'est-à-dire sur la gauche du graphe entre 1900 et 1950, et qu'à partir des années 70, elles divergent avec une forte augmentation des inégalités de revenus primaires aux États-Unis pour une moins forte augmentation en France. Et donc c'est là que ça va nous intéresser de regarder le rôle que joue la redistribution. Donc si on se concentre maintenant sur les revenus après redistribution, on voit que les inégalités après le système social, fiscal et des impôts publics ont continué d'augmenter aux États-Unis après les années 70, alors qu'elles ont relativement stagné en France. Et ce dernier point est frappant. Donc en fait, on a une stagnation en France des inégalités après redistribution pour une augmentation aux États-Unis, et on a aussi une très forte augmentation du revenu avant impôt aux États-Unis. Et c'est ce qui nous intéresse ici, parce qu'on peut formaliser cette tendance en étudiant la part de l'évolution des revenus après impôt, qui est due soit à la redistribution, soit à ce revenu avant impôt. Et donc, ce qu'on montre, c'est que l'évolution des inégalités de revenus avant impôt est fondamentale pour expliquer l'évolution des inégalités de revenus après impôt. Donc c'est ce qu'on appelle la prédistribution. Donc cette histoire nous indique que ce revenu primaire peut expliquer en partie l'évolution des inégalités post-redistribution. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de considérer que ce système social et fiscal a en fait un impact, bon, forcément direct sur la redistribution, mais aussi indirect sur les inégalités avant redistribution. À quoi je pense ici ? Je pense par exemple à tout un ensemble d'éléments institutionnels tels que le salaire minimum, qui de fait compresse la distribution des revenus. On peut penser aussi au rôle de l'éducation, qui est majeur dans la manière dont les individus vont pouvoir ensuite accéder à tel ou tel niveau de redistribution. Donc dès lors, toute comparaison de la redistribution directe opérée par les systèmes fiscaux et sociaux dans des contextes différents omet le rôle de son impact prédistributif, donc de l'impact prédistributif du système social et fiscal, qui peut être majeur, comme dans le cas de la France. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Elvire Guillot. Alors pour traiter ce matin de la question de la place de la France en termes d'inégalité avant et après redistribution, vous avez choisi de vous concentrer
concentrer votre propos sur l'impact de la TVA sur les inégalités, qui est un propos qui est assez intéressant. Et ce sujet est souvent omis dans les comparaisons internationales, et vous y travaillez depuis 2 ans avec Sciences Po. Alors justement, qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Et je vous mets tout de suite votre... C'est gentil, merci. Voilà. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, on le voit en fait quand on interroge un peu tout le monde. On est tous un peu sur le même sujet, beaucoup en comparaison internationale, mais pas que. Et on n'a pas forcément exactement le même discours. Pour Julien, il justifie le fait de ne pas travailler la TVA parce que c'est difficile d'avoir les chiffres en comparaison internationale. Et puis juste après, Malka nous dit nous on l'a fait et ça marche. On peut introduire tout. Voilà. Donc je ne suis pas sûre que le discours soit toujours très clair, mais l'idée c'est ça, c'est juste faire un petit point là-dessus peut-être pour pas vous perdre. Quand vous travaillez sur un seul pays, vous avez évidemment énormément d'informations sur ce pays, ce que fait Michael par exemple à l'INSEE, et donc vous pouvez être extrêmement précis sur le rôle des prestations monétaires, des prestations en nature, on peut vraiment les évaluer, et de tout type d'impôts et de prélèvements obligatoires, inclus les prélèvements indirects, comme les taxes à la consommation. Et quand on est en comparaison internationale, non seulement il faut creuser pour chaque pays, mais il faut aussi trouver moyen que nos mesures soient comparables. Mesures captent la même chose parce que les définitions des taxes, des prestations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et je crois que vraiment toute la difficulté, elle est là. Et ça explique qu'on est plusieurs équipes à travailler sur les mêmes sujets et on a parfois des approches et des résultats un peu différents sans qu'aucun de nous prétende avoir la vérité. C'était un petit point introductif parce qu'en vous écoutant, comme je passe en dernier, je me disais on va être perdu. Sur la TVA, donc oui, effectivement, il manque la TVA dans la mesure de la redistribution telle qu'on l'a fait classiquement. C'était présenté par Michael Forster au début de la session. Quand on pense redistribution, on pense redistribution directe, c'est-à-dire qu'on a en tête les prestations monétaires qu'on peut facilement mesurer, directes, mais aussi les prélèvements obligatoires directs, comme l'impôt sur le revenu, par exemple, les cotisations sociales, qui affectent les revenus des ménages. Et une fois qu'on les a prises en compte, on aboutit à ce qu'on appelle le revenu disponible, un concept que vous devez connaître. Une fois que vous avez ce revenu disponible, vous êtes encore affecté par des taxes, et ce qu'on appelle la taxation indirecte, notamment tout ce qui est taxe à la consommation. Donc c'est la TVA pour une grande partie, en France par exemple, mais dans d'autres pays ça ne s'appelle pas la TVA. Ça touche toutes les transactions liées à votre consommation et également les taxes sur les tabacs et les alcools. Cette TVA, en fait, ça représente un tiers, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, un tiers des recettes publiques. Donc, impôts plus cotisations sociales, par exemple. Donc, toutes les recettes publiques que vous avez, y compris ce que vous obtenez grâce à l'impôt sur les sociétés, par exemple, vous prenez tout en compte et vous mesurez le poids de la TVA là-dedans ou des taxes à la consommation plus généralement, c'est un tiers. Donc, c'est énorme, en fait. Ça veut dire que si en France, par exemple, on supprimait la TVA, évidemment, ça passerait pas inaperçu. Sur les recettes fiscales, c'est-à-dire là, on regarde que les impôts. Donc, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxes foncières, par exemple, et taxes à la consommation. En France, c'est 50% des recettes fiscales de l'État. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, c'est 12,5% du PIB. Il y a plus gros, il y a les cotisations sociales, 15%. Mais si on regarde juste ce qu'on met que dans les impôts, et les cotisations ne sont pas des impôts, si on regarde juste ce qu'on met dans les impôts, 50% c'est la TVA. Donc on est parti de ce constat-là avec Michael Zemmour, avec qui je travaille à Sciences Po, au LIEP, et Julien Blasco, qui est aujourd'hui à l'INSEE, qui était dans l'équipe au moment où on a démarré ces travaux il y a 2 ans. On est parti de ce constat que parler de redistribution sans parler de TVA, on ratait un gros morceau, en fait.
Et donc, il fallait trouver une manière d'obtenir des chiffres sur ces recettes de taxes à la consommation de manière comparative, internationale, et pour pouvoir l'intégrer dans la mesure de la redistribution. Donc je vous passe le côté méthodologique, peut-être on aura le temps d'y revenir plus tard. On a fait ça, et voilà, oui, merci de mettre ce premier slide. Voilà ce qu'on trouve en termes de part du revenu des ménages qui est consacré aux taxes à la consommation. Donc pour lire ce graphique, ici j'ai pas mis tous les pays, j'ai mis Danemark, France évidemment. Vous voyez que France-Allemagne c'est assez proche, et États-Unis qui se détachent, comme très souvent dans les études sur les inégalités ou le niveau de vie des ménages. Donc ici, pour lire le graphique, je m'attache à lire la France. On est sur des données 2010 pour la France. En 2010 en France, l'indice de Gini des inégalités... non, pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est pas ce message-là que je voulais vous faire passer ici. Alors, je regarde plutôt le Danemark qui est plus lisible ici. Au Danemark, la part du revenu qui est consacrée aux taxes à la consommation, donc c'est ce qui est en rouge sur le graphique, c'est supérieur à 30% pour la moitié des ménages. Donc vous voyez que j'ai divisé la population en 100 parts égales, ce sont des centiles qu'on voit, qui sont indiqués sur l'axe des abscisses en bas. Et donc à 50, entre 40 et 60, vous avez la moitié de la population qui est à gauche du 50 et l'autre moitié qui est à droite. Au Danemark, donc, la part du revenu qui est consacrée aux taxes à la consommation, c'est supérieur à 30% pour la moitié des ménages, alors que c'est inférieur à 10% pour la plupart des ménages aux États-Unis. Vous voyez qu'on est en dessous du 10% de taxes, de ce ratio taxe sur revenu pour les États-Unis, dès le début, en fait, dès la gauche, dès le 20e percentile. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un poids qui est très différencié de la part de notre revenu qu'on dépense en taxes à la consommation, indirectement sans s'en rendre compte, juste parce qu'on consomme. C'est pas du tout la même chose selon qu'on est plutôt pauvre, donc à gauche du graphique, ou plutôt riche, à droite de la médiane, et selon que l'on habite au Danemark ou que l'on habite aux États-Unis. Cette différence-là, il y a deux effets qui jouent. La différence entre les riches et les pauvres, c'est simplement dû au fait que quand vous êtes riche, vous avez les moyens, en quelque sorte, d'épargner. Vous ne dépensez pas tout votre revenu en consommation, alors que quand vous êtes pauvre, tout votre revenu est consommé. Donc, du coup, forcément, même si on est tous imposés à 20%, par exemple, évidemment, ça va affecter davantage les pauvres que les riches. Et puis, le deuxième effet que l'on voit ici, quand on compare États-Unis et Danemark, eh bien, c'est que le niveau de taxation n'est pas du tout le même. Au Danemark, on est plutôt autour de 25% pour les taxes à la consommation, alors qu'aux États-Unis, on est autour de 7%. Vous aviez un deuxième slide, je crois. Oui, on peut le mettre maintenant, si vous voulez. Donc ça, c'est une fois qu'on a bien compris les taxes à la consommation et comment ça peut peser. Désolée, je vous presse un petit peu parce que l'heure tourne, mais bien sûr. Vous avez tout à fait le temps de détailler. L'objectif, finalement, c'est ça. La finalité, c'est ça. C'est ce slide-là. C'est de montrer l'impact que ça peut avoir sur les inégalités cette mesure de la redistribution. Donc c'est assez simple à lire parce que vous en avez vu beaucoup jusqu'à présent. C'est un coefficient de Gini. Vous avez des points rouges, des points bleus et puis des petites croix vertes. Avant redistribution directe, donc revenu primaire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les carrés bleus. Ensuite, si vous regardez le passage du carré bleu directement au rond rouge qu'on appelle le revenu disponible, une fois qu'on a pris en compte taxes et transferts directs et monétaires uniquement, vous avez la mesure de redistribution qui était montrée par exemple par Michael Foster pour l'OCDE. Et puis, cette petite croix verte, donc le passage du point rouge à la croix verte, c'est l'impact des taxes à la consommation sur les inégalités. Et ce qu'on voit, ce qu'on peut retenir de ce graphique, c'est que les taxes à la consommation réaugmentent les inégalités, pas de manière extraordinaire, quoique ça dépend des pays, mais ça prend quand même en moyenne un tiers, ça mange en moyenne un tiers de la redistribution directe,
beaucoup moins en France, un cinquième, beaucoup plus dans certains pays scandinaves. Et donc finalement, ça rapproche l'écart entre les États-Unis et le Danemark une fois qu'on a pris en compte ça. Je mets juste un petit bémol à ce que je viens de dire, enfin un petit caveat. Ça mange de la redistribution, mais je vous rappelle, ça permet de lever énormément de ressources qui vont passer dans les transferts en nature, comme Michael Siksik en avait parlé. Merci Elvire, merci beaucoup. Michael Siksik, vous souhaitiez également parler du rapport d'experts mené par l'INSEE sur la mesure des inégalités de la redistribution qui est paru en 2021. Si vous pouviez nous en dire quelques mots de manière assez rapide. Alors je suis désolée, je vous presse tous un petit peu, mais l'heure tourne et je pense qu'il y aura aussi des questions qui vous seront adressées. Donc voilà, si vous pouviez tous parler de manière un peu plus courte. Merci. En plus, du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Elvire, en disant que l'idée de ce rapport, c'est de dire en fait, il y a beaucoup d'études qui disent des choses qui peuvent paraître un peu différentes sur les inégalités et l'effet de la redistribution et d'où viennent ces différences. Est-ce qu'elles viennent des effets, les indicateurs prix? Et voilà, donc pour résumer, en fait, on a essayé de prendre tous les points de différence qu'il y avait dans les études un petit peu sur le sujet, et notre conclusion principale, c'est que ça vient du contour de la redistribution qui est utilisé. Donc voilà, un conseil pour les étudiants, si vous voyez des études, il faut bien essayer de voir qu'est-ce qui est pris en compte dans cette étude, comme dans la redistribution, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour pouvoir après les comparer. Et donc voilà, est-ce que la TVA est prise en compte dans une étude, est-ce qu'elle n'est pas prise en compte? Les services publics, est-ce qu'ils sont pris en compte? Et aussi comment ils sont pris en compte? Est-ce que c'est un effet qui est mesuré ou est-ce qu'il y a une hypothèse? Donc voilà, il peut y avoir des différences comme ça dans les études. Et puis sur les indicateurs aussi, il peut y avoir des différences. Est-ce qu'on prend l'indicateur de Gini? Et une préconisation qu'on a fait dans le rapport en ayant étudié tout ça, c'est qu'il faut souvent prendre deux indicateurs. Un indicateur de type Gini et un indicateur de type de regarder le revenu entre les plus riches et les plus pauvres, par exemple, parce que des fois les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Donc si les résultats sont les mêmes entre les deux types d'indicateurs, alors là c'est vraiment robuste comme comparaison. Et peut-être le dernier point, c'est pour rebondir sur la comparaison qu'avait fait Malka avec les États-Unis. Donc on s'est un peu essayé à faire ça aussi. Et donc une des conclusions, c'est vraiment qu'entre la France et les États-Unis, la grosse différence, ce qu'a dit Malka, c'est sur les inégalités primaires. C'est vraiment avant redistribution que les États-Unis sont vraiment très très fortement plus inégalitaires. Et donc forcément, la redistribution va beaucoup diminuer les inégalités aux États-Unis. Mais dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est, parce que c'est difficile de comparer la France et les États-Unis parce qu'ils ont des inégalités avant redistribution très différentes. Donc dans l'idéal, il faut appliquer le système socio-fiscal d'un pays à la situation de l'autre pays. Donc si on appliquerait le système socio-fiscal français à la situation américaine avant redistribution, on verrait que on voit que la redistribution est plus forte en France qu'aux États-Unis. Voilà, donc c'est un exercice qu'on a fait. Petit point important, effectivement, notamment pour les étudiants. Alors, Michael Förster, quel rôle joue la redistribution pour limiter les inégalités et comment a-t-elle évolué au cours des dernières décennies? Je crois que vous avez un slide sur le sujet. Juste un slide. Voilà. Très brièvement, donc, en partant de ce qui vient d'être dit, deux constats où on est tous d'accord. Après redistribution, la France se trouve plutôt parmi les pays moins inégalitaires que d'autres pays européens et internationaux. Et deuxièmement, la redistribution joue un rôle plus important qu'ailleurs. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, si on se concentre juste sur la redistribution monétaire, donc les prélèvements obligatoires, les impôts, les contributions sociales et les prestations monétaires. Donc, pour ce graphique qui compare les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, si on peut le lire de bas en haut, donc le orange, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le niveau des inégalités après redistribution. Donc, elle est plus basse en France que dans les autres pays. Maintenant, si on regarde le rôle qui joue le prélèvement obligatoire, ça c'est le parti bleu. Okay. On voit que, et ça a été montré aussi tout à l'heure, c'est plus fort aux États-Unis en fait que dans les pays européens, mais si on rajoute encore le rôle des prestations, des transferts monétaires, ça c'est le gris,
on voit que ça joue un rôle très très important en France comme d'ailleurs dans d'autres pays européens, et que c'est là pour la redistribution monétaire qu'on trouve le plus d'effets en France. En total, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, la redistribution est d'un quart, de 25% dans les pays de l'OCDE, et on est à un tiers en France et à 18% seulement aux États-Unis. Maintenant, deux caveats pour finir. D'une part, et c'est très important ce qui était dit par Elvire et Michael, ceci ne prend pas en compte les transferts en nature, d'une part, et d'autre part, les impositions indirectes. Si on prend un, il faut prendre l'autre aussi. Mais évidemment, nous avons regardé cette question aussi. C'est beaucoup plus difficile méthodologiquement. Vous êtes bien d'accord. Pour les transferts en nature, nous, on a trouvé qu'il joue un rôle important dans la redistribution, mais moins important que le transfert monétaire. Mais nous avons eu une autre méthodologie. On a rajouté les dépenses en éducation, en santé et en soins de longue durée aux revenus monétaires. Mais mon caveat, c'est le rôle de transfert en nature est autre que le rôle de transfert monétaire. Le transfert monétaire, les allocations chômage, le RSA, ça doit aider immédiatement des ménages pour être au-dessus de la ligne de pauvreté. Tandis que le transfert en nature, c'est un investissement de la société à l'avenir. Donc même si le rôle distributif est un peu moindre, c'est très important de regarder ce deuxième effet. Deuxième caveat, en fait, non, je reste avec le premier caveat parce que vous me dites. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Elvire Guillot, alors pourquoi on prend si peu en compte la TVA, qui est quand même un impôt assez inégalitaire? Pourquoi c'est pas le cas dans pas mal d'études? En fait, parce qu'on n'a pas quand on n'a pas les données, c'est très compliqué. On connaît les taux de TVA qui sont appliqués, mais encore faut-il connaître ce que les gens consomment, leur panier de consommation. C'est très délicat d'obtenir ces données-là. Il faut faire des sondages, il faut demander aux individus ce qu'ils ont consommé le mois dernier. Ils s'en souviennent pas. S'ils ont acheté une voiture, comment est-ce qu'on va la compter? Ils ne vont pas en acheter tous les mois, etc. Parce que ça risque quand même de fausser un petit peu des chiffres si on... Tout à fait, donc ça peut fausser les mesures, c'est très difficile. Il y a d'autres approches qui existent où on peut se dire, regardons ce qu'ils épargnent et supposons que tout ce qu'ils n'épargnent pas, du coup, ils le consomment. Donc par défaut, parce que l'épargne des individus, ça on peut le mesurer. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux, l'accès aux données n'est pas aisé, et donc on est obligé de trouver un petit peu des manières de récupérer les données. Quand on a les données sur certains pays qu'on connaît bien, qui sont précises, on essaie de construire des modèles prédictifs pour pouvoir dire, j'ai les données, je trouve un modèle qui reproduit ces données. Si j'ai confiance dans mon modèle, je vais pouvoir l'appliquer ensuite à d'autres pays. Très bien. Un petit mot peut-être, Michael Siksik? Oui, c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit Michael Foster. Exactement. Donc les dépenses, les prestations en nature ne sont pas de la même nature effectivement que des dépenses monétaires que les gens reçoivent tout de suite. Donc c'est pour ça que je dis que l'approche est complémentaire. Mais je voulais dire que aussi une des conclusions du rapport, pourquoi on a pris en compte ces transferts en nature et les services publics, c'est vraiment pour avoir une redistribution équilibrée, pour avoir le même montant de prélèvement que le même montant de transferts positifs, pour qu'on n'ait pas une redistribution déséquilibrée où on a plus de gens qui sont prélevés que de gens qui reçoivent, et donc du coup forcément plus de perdants à la redistribution. Mais effectivement, il faut toujours avoir cette mesure aussi de niveau de vie qui sont aussi, il faut le dire, pourquoi on ne mesure pas la redistribution, comme je dis, élargie, maintenant c'est ça le chiffre important, parce que aussi, il faut le dire, déjà c'est pas quelque chose qui est vraiment concret pour les ménages, et puis l'autre point, c'est que c'est plus difficile à mesurer, et donc on est moins précis que sur l'indicateur de niveau de vie, qui est quand même celui qui fait encore l'indicateur phare que publie l'INSEE, par exemple, pour avoir les inégalités chaque année. Merci. Malka Guillot, alors vous insistez dans vos travaux sur la redistribution, sur le rôle des impôts et transferts, mais vous avez également travaillé sur les cotisations patronales. Alors, est-ce qu'il faut les inclure dans les indicateurs de comparaison? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez.
Oui, alors là, on peut suivre la ligne qui a été tracée par Elvire Guillot, qui est de dire, oui, donc prendre tout en compte, c'est compliqué, surtout quand on regarde beaucoup de pays. Nous, on s'est concentré sur l'intégration des cotisations salariales et employeurs dans la mesure de la redistribution des revenus du travail salarié, donc en fait des salaires. Et donc en fait c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que suivant les différents systèmes, une cotisation va, disons, un droit social va être financé d'une manière ou d'une autre par une cotisation ou par exemple par un impôt. En Suède, les cotisations sociales représentent 3% du PIB. En France, c'est de l'ordre de 15%. Donc il y a des différences comme ça intrinsèques. Et ce qu'on montre plus particulièrement, donc en fait, en calculant toutes ces cotisations pour la France sur une période de 50 ans, on montre que même si on observe une relative stagnation des inégalités de salaire après cotisation sociale, on a finalement eu une grosse augmentation des inégalités de revenus du travail qui prennent en compte l'ensemble des cotisations sociales. Je parle là vraiment d'un coût du travail complet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de réconcilier ce qui s'est passé en France, donc cette augmentation des revenus, des inégalités de revenus du travail, avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme les États-Unis, où il y a eu une augmentation des inégalités, mais qu'en France, cette augmentation des inégalités de salaire a été contrecarré en fait par un ensemble de politiques plus redistributives qui sont passées sous silence. Donc là, je pense à quoi ? Au fait que le barème des cotisations sociales est devenu plus progressif, donc il était vraiment régressif, il y a moins de régressivité, et aussi un certain nombre de réductions de cotisations sociales employeurs. Donc il faut prendre en compte les cotisations sociales. Employeurs, parce qu'il faut les calculer et que souvent c'est pas disponible dans les enquêtes, dans les revenus, dans les bases administratives. Et après, employés aussi, il faut les prendre en compte pareil, mais en général c'est plus facile à observer. Voilà. Alors, on a évoqué beaucoup de chiffres ce matin, beaucoup d'indicateurs qui sont différents. On a parlé de la TVA, vous avez évoqué effectivement la question des cotisations patronales à prendre en compte ou non. Julien Rousselon, par-delà les différences de périmètre, de méthode, quelles conclusions générales peut-on tirer des échanges qu'on vient d'avoir ensemble ? Oui, alors je viens tout de suite aux conclusions générales. Juste pour rebondir sur ce que disait Malka, donc nous avons effectivement pris en compte les cotisations patronales, compte tenu de l'importance en France des allègements et exonérations de charges sur les bas salaires. Donc, les conclusions à tirer de ces échanges me semblent être quand même la multiplicité des stratégies de redistribution. Alors on a vu sur les slides, notamment de Michael et de Malka, en fait, qu'on a des niveaux de redistribution différents selon les pays, aussi qu'on a eu des évolutions dans les dernières décennies assez différentes. Mais même pour un même niveau de redistribution, en fait, il y a différentes stratégies possibles parce qu'il y a beaucoup d'outils mobilisables. Et on peut obtenir un même résultat en ayant par exemple des impôts certes très ciblés, très progressifs, mais qui vont peut-être financer des prestations moins généreuses, ou alors des impôts peut-être moins ciblés, mais qui vont dégager beaucoup de ressources pour financer des prestations sociales importantes pour en tout cas les personnes sans ressources. C'est ce à quoi a fait allusion Elvire à propos de la TVA. Donc c'est éclairant pour l'analyse de distinguer les différents outils, mais en même temps il faut garder une vision d'ensemble aussi de chaque système de redistribution. On voit que les Nordiques, d'ailleurs, qui sont réputés assez redistributifs, ont beaucoup de TVA. Alors, ces échanges ont montré aussi l'enjeu redistributif majeur des transferts en nature, puisque, donc, même s'ils n'impactent pas le revenu des ménages, ils leur évitent une dépense. Et donc, il a été rappelé que les prestations non monétaires sont importantes en France. Alors, les transferts en nature, en plus, ils sont importants aussi à un autre titre, dont on a peut-être parlé moins directement pour l'instant, c'est aussi l'égalité des chances, les dynamiques d'insertion sociale et professionnelle. Et donc, ils vont en fait avoir, ces transferts, aussi un impact sur les inégalités avant redistribution, en plus du fait qu'ils contribuent à la redistribution. Alors, on parle parfois d'investissement social, vous avez toute une littérature là-dessus. Et finalement, il est donc important que l'enjeu de la redistribution monétaire ne fasse pas oublier celui de la maîtrise des inégalités, y compris dans un sens plus large, et y compris en amont de la redistribution. Alors beaucoup se joue notamment dans l'organisation et la régulation du marché du travail, et je ne sais plus qui a fait allusion tout à l'heure, par exemple au SMIC, et à la faculté de permettre à chacun du coup de trouver sa place sur le marché du travail.
Alors, certains pays européens, d'ailleurs, on peut noter, présentent des inégalités de revenus disponibles qui sont plus basses que la France, alors même qu'ils ne redistribuent pas davantage au sens le plus restrictif de la redistribution monétaire. Donc, voilà comment je synthétiserai. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, il y a une question qui a été posée de Malek. Alors, je ne sais pas lequel de vous pourra y répondre. Quelles sont les conséquences de la redistribution sur l'activité économique? Question donc qui a été posée, je ne sais pas si c'est par YouTube ou par Internet. Si l'un d'eux peut répondre peut-être à Malek. En fait, il y a des éléments de littérature d'un côté qui montrent que la redistribution soutient l'activité économique puisque la propension à consommer des ménages les plus modestes est plus forte. Donc quand on leur accorde un surcroît de ressources, c'est bon pour l'activité économique. Après, il y a sans doute un niveau où la redistribution peut aussi créer des problèmes d'incitation par rapport effectivement aux politiques du marché du travail, etc. Il faut que, par exemple, qu'une personne qui est en activité gagne plus. C'est la contrainte aussi. Donc il y a à la fois la redistribution est bonne pour l'activité économique dans certaines conditions et sous certaines limites. Enfin, en gros, moi je le résumerai. Quelqu'un d'autre, oui, peut-être? Je peux rajouter, bien sûr. parce que c'est un constat micro que je peux confirmer avec un constat macro. À l'OCDE, nous avons fait une étude il y a 4 ans sur le rôle, sur le lien entre inégalité et croissance économique. Et en fait, on a trouvé que l'augmentation des inégalités à long terme a été un frein pour la croissance économique dans les pays de l'OCDE. Maintenant, on a regardé au-delà d'autres études, le rôle de redistribution dans tout ça. Et en fait, le rôle de redistribution est neutre. C'est-à-dire, parce qu'il y a cet argument que s'il y a beaucoup d'impôts, s'il y a beaucoup de prestations, etc., ça freine l'activité économique. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre au niveau macro, c'est-à-dire c'est le niveau d'inégalité même qui freine la croissance économique, peu importe le niveau de redistribution. Merci. Elvire, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, juste une réaction très rapide, mais je crois que la crise du Covid et la manière dont ça a été géré en France, par exemple, a quand même tout à fait montré que la redistribution, le système de protection sociale qu'on a en France a permis de soutenir les revenus des ménages et de permettre le fameux 6% de rebond dont le gouvernement était très fier à la rentrée. Merci beaucoup. Alors, on a le temps peut-être de prendre une ou deux questions de la salle. Je crois qu'il y a des micros qui sont là. Alors, oui, je vois qu'il y a une question au premier rang. Est-ce qu'on peut vous apporter un micro à madame ? Ça va venir. Je crois qu'on va vous apporter un micro. Alors, essayez peut-être, sinon, effectivement. Alors, attendez, ça devrait arriver. Alors, voilà, exactement, madame est là. Et avant de poser votre question, s'il vous plaît, si vous pouviez vous présenter, comme ça on sait qui vous êtes. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis professeure de SES à la retraite récemment. Alors moi, ma question, c'est de savoir si l'INSEE étudiait plus précisément, ou même l'OCDE, la question des territoires. Parce que les inégalités, effectivement, quand on parle de tout ce qui est inégalité plus qualitative, dans le sens pas uniquement des revenus, mais moi je pense aux déserts médicaux, à l'accès à l'éducation, l'accès au logement, à l'accès à l'emploi. Je pense qu'en France, justement, c'est pas du tout la même, je dirais, configuration. Donc les inégalités sont encore peut-être plus criantes dans certains départements de notre joli pays, quoi. Voilà ce que je voulais vous demander. Si on affinait l'étude. Merci pour cette question. Peut-être Michael Siksik. Oui, je vais répondre rapidement. Oui, du coup, l'INSEE publie des inégalités par région, département et même beaucoup plus finement. Et aussi des taux de pauvreté, en fait, selon les territoires. Et donc, par exemple, sur les inégalités, en fait, on voit que les inégalités sont beaucoup plus fortes dans les territoires denses, et notamment, par exemple, à Paris, en fait. C'est là où il y a les plus fortes inégalités. Il faut voir, c'est là où il y a le plus d'opportunités, donc il y a plus
personnes très riches, mais il y a aussi des personnes très très pauvres. Et la pauvreté est concentrée dans les villes, en fait. C'est ce qu'on voit aussi. Mais donc vous avez beaucoup d'informations. Donc par exemple dans cet ouvrage qui a été publié en mai. C'est l'ouvrage de l'INSEE sur les inégalités et la pauvreté en mai 2021. Merci pour cette réponse. On a le temps de prendre encore une autre question. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent. Ah, c'est pas toujours facile de poser une question. Alors, je vous repasse la parole à ce moment-là. Michael, vous souhaitiez peut-être compléter la réponse de l'autre, Michael Sixi, oui, justement par rapport à la question de Madame. Oui, parce que c'est effectivement une question très importante pour la France, parce que c'est pour complémenter les propos de Michael. C'est par une autre étude que nous sommes venus à ce sujet d'inégalité sur le territorial. C'est par une étude sur la mobilité sociale qu'on a sortie il y a 2 ans et demi. Mobilité sociale, pas seulement en termes de revenus, mais en termes de classe sociale, éducation, même santé. Et on a comparé le pays, et dans la partie, le chapitre politique, ainsi dire, on dit, voilà, selon le pays, quels sont les facteurs déterminants pour un manque de mobilité sociale? Donc, dans beaucoup de pays, c'était une question d'éducation, parfois c'était même une question de système de santé, comme aux États-Unis. Mais en France, c'était très souvent lié à des inégalités territoriales, parce que c'est là où se cumule la malchance ou l'absence de chance, des opportunités en termes d'accès d'emploi, accès à des services. On revient aux services publics que vous avez étudiés, qui n'ont pas la même qualité que dans de grands centres, etc. Donc, si vous voulez, dans le message politique, selon le pays, parce qu'on a fait des petites fiches pays, pour la France, ça figure en priorité numéro 2. Juste un tout petit. Donc quand vous parlez des services, des déserts médicaux, effectivement, en fait là, on va pas le voir avec les inégalités de niveau de vie où on a juste les prestations monétaires. En fait, on va voir que dans les communes peu denses, on a peu d'inégalités. Bon, par contre, on a un niveau de revenu moyen qui est beaucoup plus faible aussi, mais aussi moins d'inégalités. Par contre, on va mieux voir ça en prenant en compte un indicateur effectivement plus d'inégalités élargies, comme je l'ai montré, en prenant en compte les transferts en nature, l'éducation, la santé. Et c'est là qu'on va plus voir que ces territoires sont plus défavorisés de ce point de vue-là. Et qu'on a fait dans notre étude, du coup on a une carte aussi sur les services publics au niveau des territoires. En fait. On voit que dans les territoires peu denses, on a aussi beaucoup moins de services publics, et donc c'est là que ça joue aussi. Merci Michael. Y a-t-il une question? Je ne vois pas de main se lever. Écoutez, je vous propose donc de terminer sur ces réponses. Merci à tous, merci à tous les intervenants. Merci beaucoup. Et bonne continuation dans le Printemps de l'écho.